Bonjour à tous. Alors oui, il faut stay away, rester à l'écart, mais il faut aussi appeler ceux qui comptent pour nous, les amis, bien s'occuper de nos proches, de nos parents, appeler nos grands-parents, enfin tous ceux qu'on aime. Donc rester à l'écart, oui, mais ne pas oublier les autres. Alors je vais faire un petit rappel sur le développement des plantes avant de parler donc de l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui sur la reproduction des plantes. Et donc, la précédente activité, donc vous avez déjà eu la correction, mais je vais juste faire un petit rappel. On voulait connaître quelles sont les grandes étapes de la vie d'une plante, et il fallait utiliser donc un site internet et des textes pour remettre les bonnes légendes à leur place. Donc ça, c'était hyper facile, hyper gratuit, et on arrivait à retrouver donc le cycle de développement d'une plante classique qui commence par sa graine, qui est protégée par son tégument, donc il y a la racine qui sort, puis il y a on parle de radicule aussi, puis la racine elle commence à se ramifier, elle grandit, la tige se développe, on a les premières feuilles, hein, les téguments sont en train de se séparer, et ensuite d'autres séries de feuilles, les fleurs, donc ça se fait généralement début du printemps, enfin ça va dépendre de la latitude, mais généralement on a une germination donc sortie de la racine début du printemps, et puis à l'approche de l'été, on a les fleurs, et ensuite, une fois que ce dont on parlera, il y aura eu une partie importante de la reproduction de la plante qui se sera produite, donc la formation à partir des fleurs des fruits, ici on a des gousses avec les graines qui sont visibles là, eh bien la plante pourra recommencer un nouveau cycle, hein. Donc comme chez les animaux, le développement là aussi est affaire de multiplication de cellules. On fait des multiplications de cellules, ça c'est très important, mais aussi il y a des transformations de cellules. Alors ça, c'est pas exigible à votre niveau, à votre âge, mais si vous retenez cette idée-là pour les animaux, pour les végétaux, c'est gagné. Enfin, ça sera déjà bien. Donc, rappelons-nous deux, trois petites choses. Qu'est-ce que contient une plante? Une graine, un embryon de plante, ce qu'on appelle une plantule, des réserves d'énergie. Bah oui, il faut bien que cette graine qui ne va pas encore utiliser la lumière du soleil pour vivre, elle ait de quoi démarrer dans la vie. Un peu, rappelez-vous, le vulve était de grande taille et lui aussi avait quelques réserves d'énergie, alors pas énormément, mais pas autant qu'une graine, on va dire, mais c'est toujours important d'avoir des réserves d'énergie, surtout quand on est en croissance et qu'on doit se développer. Donc des sucres, des graisses, des lipides, des protéines, ou j'aurais dû mettre protide pour bien garder la notion de nutrition, mais c'est pas très important. Donc ça, c'est dans des parties de la graine qui sont nommées là, et les cotylédons, ça peut être soit des réserves d'énergie, soit les futures feuilles. Ça va dépendre, ne le retenez pas par cœur, ça va dépendre de la plante. Alors, on aurait dû observer donc des graines de l'intérieur, enfin de l'intérieur, pardon, à la loupe, mais rien ne vous empêche de le faire chez vous quand vous aurez l'occasion, ou si vous avez un jardin, ou si votre famille jardine un petit peu. Mais sinon, vous pourrez le faire, hein, il n'y a pas de problème, acheter des graines et ouvrez-les et utilisez un zoom pour regarder. Et souvent, on peut voir donc un tissu de réserve d'énergie qui est très important, ou parfois c'est les cotylédons, l'albumène. Bon, l'important c'est que vous reteniez qu'il y a des réserves d'énergie. On voit, il y a bébé plante ou bébé plante, donc l'embryon de plante ou plantule, hein, qui a sa future racine, qui a ses futures premières feuilles, parfois qui ne sont pas visibles, parfois oui, mais là c'est assez évident qu'on a allez, presque une plante miniature pour dire les choses, donc elle a commencé déjà un peu à se développer. Et voilà, je vous ai remis un schéma pour retrouver l'idée ici. Donc, il faut savoir, mais ça on en reparlera souvent les étés, donc les conditions le permettent, c'est souvent une certaine température. Alors c'est pas la même pour toutes les plantes, hein, mais bon, dans notre cas, vous avez vu que ça a commencé au printemps, donc il faut une température assez douce. Ça va dépendre des plantes. Donc pour que la germination se produise, aussi parfois il faut de l'eau, parfois il faut de l'oxygène, parfois il faut que la graine elle craque un petit peu, parfois même de la chaleur, des chaleurs fortes, enfin il y a tout un tas de possibilités. Et aussi certaines concentrations en molécules autour de la graine, quoi qu'il arrive. Une fois que ces conditions sont remplies, la germination se produit, le tégument il va craquer, c'est un petit peu les enveloppes qui protègent la graine,
Et la plantule va se développer avec racines, tiges, premières feuilles, et ensuite les fleurs qui vont produire les fruits contenant les graines. Donc ce rythme des saisons, ce rythme du cycle de vie de la plante, il est rythmé par les saisons. Et nous, bah justement, on vient de parler du développement, et on a parlé justement du départ qui était la graine et qui redevient l'arrivée. Il y a bien un cycle, quelque chose qui tourne en rond. Eh bien, on va retrouver ces notions importantes dans le cours sur la reproduction des végétaux. Donc, on connaît bien les grandes étapes de la vie d'une plante. On va maintenant s'intéresser essentiellement, parce qu'il y a d'autres modes de reproduction, je dirais à la fin, aux plantes à fleurs. Hein, c'est pas les, vous savez, on a fait un peu de classification des êtres vivants. Disons, dans les plantes, c'est un très très grand groupe. Hein, c'est pratiquement, alors de tête, ça doit être peut-être plus maintenant, entre 270 000 et 300 000 espèces. Alors c'est énorme, hein, on se rappelle, les mammifères, c'est 5 000 environ. Les insectes, c'est plus d'1 million. C'est quand même un très grand groupe, les plantes à fleurs. Et on va surtout s'intéresser à celle-là. Alors, les autres plantes ont des modes de reproduction qui sont un petit peu différents, mais déjà connaissons ce qui est le plus courant, le plus global. Alors, nous, il faut qu'on connaisse les rôles des fleurs et des fruits dans la vie d'une graine, d'une plante. J'aurais dû mettre, bon, je vais changer, petit bug. Et bah, je vais changer maintenant. Donc voilà, petite erreur corrigée. Et donc il fallait regarder 2 vidéos. Alors je vais pas les remettre parce que sinon peut-être que YouTube va peut-être m'embêter pour les chansons comme d'habitude. Mais il va me dire, dis donc, tu montes des vidéos des gens qui ne seront pas à toi, mon garçon, calme-toi tout de suite. Donc fallait regarder cette petite vidéo très jolie sur le développement des fleurs de cerisier, hein, le sakura des japonais, si je me souviens bien, et utiliser ce site très sympa, ma foi, la biologie en flash, pour essayer de légender, de connaître déjà les parties de fleurs. Alors c'est sûr que comme avec les graines, on aurait dû en classe regarder des parties de fleurs bah, directement, hein, et faire une activité bah, avec ces fleurs, mais ça vous le ferez plus tard, ou vous pourrez le faire chez vous, il n'y a pas de problème, ou acheter des fleurs, ou bien regarder les fleurs dans la nature, essayer de retrouver les parties dont on va parler. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme partie à trouver? On avait donc la base de la fleur, bah, c'est ce qu'on va appeler le pédoncule floral, il y a un réceptacle floral. Vous avez l'ovule qui va donner la future graine. Hein. Ovo, en latin, c'est l'œuf, hein, parce que un peu comme dans l'ovule, bah, justement, des animaux, on pensait que c'est comme un petit œuf, hein, quelque chose qui va se développer. L'ovaire, bah, c'est le futur fruit. Là, c'est des termes, vous avez vu, qui sont nommés un petit peu, bah, comme chez les animaux. Il y a l'ovaire dans l'appareil reproducteur des femelles et les ovules, bon, c'est un petit peu parce que la taille, alors c'est pas comme un ovule de, comment dire, d'animal, c'est pas une seule cellule simplement, c'est un peu plus compliqué, mais quoi qu'il arrive, il y a cette idée, ovaire plus grand que l'ovule le contient, un petit peu comme chez les animaux. Le style, c'est un grand tube, hein, stylé, ça veut dire quelque chose de fin et de pointu, bah, comme un stylo. Hein, les deux termes viennent du grec. Et les stigmates, bah, c'est là où le pollen va pouvoir se déposer. Et le pollen, bah, justement, il pourra traverser tout ça, rencontrer l'ovule. Et là aussi, on aura une fécondation, comme chez les animaux. Ici, justement, vous avez les structures qui produisent du pollen, les anthères, et qui sont accrochées à des filets. Donc là, on avait les pétales très colorés, on va reparler. Les sépales qui sont vertes. Et je vous avais demandé aussi un autre exemple ici. Donc on retrouvait un peu les mêmes structures, étamines, pétales, sépales, le pédoncule floral. Et donc, pour bien enfoncer le flou, on dit ah oui, c'est trop. Un autre exemple, voilà, on retrouve bien toutes ces structures de base qui sont à bien connaître à votre âge. Donc on va maintenant s'intéresser à justement le transport du pollen et la transformation de la fleur en fruit. Alors c'est pas toute la fleur qui donne le fruit, hein, c'est essentiellement l'ovaire, mais le reste il va faner. Donc il faut savoir une chose, c'est que là encore, on avait dit la reproduction sexuée, bizarrement, c'est pas que chez les animaux, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre
deux types de cellules. Les gamètes, vous savez, en grec, c'est les époux qui vont se marier, qui vont fusionner pour donner un zygote, une cellule œuf. Eh bien, chez les végétaux aussi, il y a une rencontre des gamètes qui partent soit du pollen qui contient le gamète mâle, qui est mobile, soit dans les ovules dans lequel on peut trouver le gamète femelle. Tout ça, il faut que ça se rencontre. Donc, comme les plantes sont immobiles, il faut s'intéresser au transport du pollen. Donc, je rappelais que, sauf dans de rares cas, le pollen qui contient les cellules reproductrices mâles de la plante ne féconde pas les ovules qui contient les cellules reproductrices femelles de la plante présentes dans les ovaires de la même fleur. Donc il y a, sinon oui ça serait facile, enfin ça peut arriver, ce qu'on appelle une autofécondation, c'est-à-dire que la plante, le pollen il n'a pas à aller très loin parce que vous avez vu, il a juste à faire quelques centimètres pour se retrouver au contact par le stigmate, descendre le style et se retrouver dans l'ovaire puis dans l'ovule et faire la fécondation. La plupart du temps, non, ça se fait entre plantes. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'un petit peu comme chez les animaux où il y a très peu de cas d'autofécondation, entre guillemets, comment dire, d'un animal qui se reproduit tout seul, ça existe, hein. Il y a des cas un peu particuliers qu'on appelle la parthénogenèse, où un animal va se reproduire tout seul sans un autre, une plante va se reproduire, entre guillemets, avec une autre plante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça crée de la diversité, et la diversité, c'est la meilleure manière dans la vie, de parer aux éventualités, de créer de la nouveauté, et donc d'aller de l'avant. C'est important pour la vie, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi ce rapport entre diversité, évolution, diversité, réponse aux challenges, aux défis de l'environnement, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, première idée, il faut qu'il y ait un transport. Et le pollen donc, doit être transporté d'une fleur à une autre fleur, donc de la même espèce, pour qu'il y ait fécondation, et que l'ovaire se transforme en fruit. Donc nous, on va s'intéresser au mode du transport du pollen, et je vous demandais, tout simplement, c'était hyper facile, c'était youpla boom, de remplir des textes à trous. Alors là, voilà, la gratuité est absolue. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme document? Là, on avait des abeilles sur une fleur de tournesol et une abeille recouverte de pollen. Donc, voyons ça, abeille, voilà. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est un peu compliqué la fleur de tournesol, hein. C'est pas une, c'est pas une vraie fleur, hein. Ça serait plusieurs fleurs ensemble pour simplifier. Donc bon, c'est ce qu'on appelle une inflorescence, hein. Retenez pas le terme, mais l'idée c'est que c'est plusieurs fleurs qui donnent l'apparence d'une fleur en grand. Alors c'est pourquoi retrouver cette apparence? Justement pour attirer nos chers pollinisateurs. Alors on ne les attire pas que comme ça, on leur donne un peu de nourriture aussi en passant, hein, c'est utile. Et vous voyez, le pollen, il s'est bien accroché à l'insecte, hein, il en a plein sur lui là. On retrouve les trois paires de pattes, hein, rappelez-vous, c'est un critère, un caractère partagé. Quand on veut faire une boîte, un groupe des insectes, hein, c'est un des critères importants. Et le corps en trois parties, enfin il y a d'autres critères. Un autre pollinisateur, ma foi, qui est très 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 cool, hein, le colibri. Donc là, il a ce long bec très fin, très adapté justement pour capter du nectar, donc espèce de liquide très sucré. Alors, il a aussi, je vous demanderai de regarder des vidéos sur internet, il a aussi, c'est très rare chez les oiseaux, un vol stationnaire, un petit peu comme les hélicoptères savent faire, et certains avions de chasse. Rappelez-vous le Harrier dont on avait parlé dans l'année. Donc un vol stationnaire, et regardez les vidéos, vous allez voir la manière dont il bat des ailes, ça fait des espèces de boucles de 8. C'est très différent des oiseaux classiques, c'est très beau à voir. Un tout petit le colibri, un tout mignon, hein. Sans les oiseaux, ça pèsera, là ça pèse vraiment quelques grammes, je sais plus, enfin moins. Les oiseaux, généralement, c'est pas très lourd, hein. Je crois que les plus gros oiseaux, peut-être certains cygnes atteignent 11 kg, alors des oiseaux volants, hein, je dis. Un aigle royal, c'est 4 kg, un faucon, c'est 1 kg et quelques. La plupart des oiseaux, c'est très léger, hein, et alors là, ça fait partie des records de légèreté. Bon, je ne sais plus le poids exact, je regarderai. Alors, une chauve-souris aussi, elle a aussi parfois un vol stationnaire, alors plus ou moins efficace, ça marche pas mal chez eux, mais enfin, c'est pas tout, hein. La chauve-souris, c'est un très grand groupe dans les mammifères, hein.
De tête, ça doit être quelque chose comme 900 000 espèces, hein. Le plus grand groupe des mammifères, c'est les rongeurs, mais les chauves-souris, c'est très important. Donc là, regardez, bah, il est en train de justement d'aller chercher du pollen et de la nourriture sur des fleurs de cactus, hein. Rappelez-vous, on avait vu un très beau cactus dans l'année, le saguaro, hein, qu'on trouve aux États-Unis. Et j'avais peut-être que je vous avais dit aussi que le baobab était pollinisé, donc il recevait son pollen des chauves-souris. Et on a des fleurs vraiment très différentes des autres. Tout à l'heure, on avait des fleurs qui étaient très grandes, très colorées, très visibles, et là, on a des fleurs qui sont toutes petites, en fait, c'est des regroupements de fleurs, et là, on vous dit, ça produit un pollen qui se disperse par le vent. D'ailleurs, bon, ça, c'est les fleurs du chêne, ça c'est étrange, hein, on voit pas vraiment de pétales, pas vraiment de sépales, on reconnaît bien les feuilles du chêne avec leurs lobes, etc. De même pour le noisetier, hein, vous verrez ça, bon, ça, les fameux grains de pollen qui agacent plein de gens qui sont allergiques. Bon, quand même, là, de loin, bon, alors c'est plusieurs fleurs regroupées, mais même si on vous dit que c'est plusieurs fleurs regroupées, il y a des fleurs, hein, on retrouve plus le schéma habituel. Il n'y a plus les pétales et les sépales. Eh bien justement, on va réfléchir à ça. Regardez bien aussi la forme. Attendez, il y avait plusieurs informations à assimiler avant de répondre au petit texte. Regardez la forme des grains de pollen qui sont transportés par des animaux. Donc les animaux précédents par exemple. Hein, vous avez des grains de pollen, donc ça va être à des monocotylédones, hein, comme il y a une seule ouverture. Hein, bon, tout ça, ça peut. Des gens qui sont capables de dire à peu près à quel groupe appartiennent un grain de pollen en le regardant, en l'étudiant. Hein, ça s'étudie beaucoup, ça, les grains de pollen. Donc, vous voyez des espèces de petits pics. Donc ça, c'est intéressant, ça. Ça doit sûrement avoir une fonction. Et bizarrement, quand c'est des grains de pollen, justement, qui sont produits pour voler, bah vous avez ce grain de pollen en forme de Mickey Mouse, enfin Mickey la souris, où vous avez des espèces de poches d'air qui peuvent flotter dans l'air. Donc on a vraiment deux grands types de pollen très intéressants. Donc une fois que vous aviez assimilé l'information, il était très facile de répondre au texte à trous. On vous disait, bah, de nombreuses plantes utilisent des animaux pour faire quoi? Bah, transporter leur pollen qui va contenir le gamète mâle qui va servir à la fécondation pour faire un nouvel individu, bah là, une nouvelle plante. Et ces animaux, bah, ils peuvent appartenir à différents groupes, comme les insectes. Donc c'est pas grave si vous mettiez mammifères ou les oiseaux en premier. L'important c'est qu'il y avait bien les groupes et les exemples. Donc au groupe des insectes comme les abeilles, le groupe des mammifères comme les chauves-souris, on se rappellera leur caractère partagé, et encore bah, le groupe des oiseaux comme le colibri. Mais ça, c'est pas pour toutes les plantes. Certaines plantes, bah, exemple qu'on avait vu avec les documents, le chêne et le noisetier, bah, utilisent le vent pour transporter leur pollen. On remarque que les plantes qui utilisent les animaux, bah, eux, ils ont des fleurs bien grandes et bien visibles. Vous pouvez mettre avec pétales et sépales bien visibles. Et des graines et des grains de pollen, pardon, munis de pointes, hein, une espèce de crochet pour s'accrocher au pollinisateur. Et on remarque que les plantes qui utilisent le vent pour transporter leur pollen ont, eux, des fleurs toutes petites, sans pétales et sans sépales, et des grains de pollen légers, capables de flotter dans l'air. D'ailleurs, pour ça, hein, là on veut attirer des animaux, là ça sert à rien d'attirer du monde. Alors, il y a d'autres choses qui attirent que la couleur et la taille, hein. Il y a aussi parfois, pour certains insectes, des lumières ultraviolettes que nous on ne peut pas voir, certaines odeurs, donc des molécules qui vont être attractives. Mais déjà, bon, c'est vraiment cette séparation entre très coloré, on essaie d'attirer les animaux, très visible, et d'un côté, bah, pas besoin de couleur, puisqu'on n'utilise pas les animaux pour polliniser. Alors intéressons-nous maintenant au rôle des fruits. C'est très important de bien le connaître à votre âge. Alors, après réception du pollen sur les stigmates du pistil, donc vraiment ce qu'il y a, vous savez, l'espèce de petit tube au-dessus du petit tube, l'ovule est fécondé et se transforme en graine. Donc il va contenir justement bébé plante, l'embryon de plante ou la plantule. Donc l'ovaire, lui, il va se transformer en fruit. Et on va maintenant étudier le rôle du fruit dans la dispersion des graines
avec ces quelques documents, et encore, bah voilà, vous avez juste à faire un texte à trous, donc c'était super retour de rentrée, hyper facile. Donc là, on a, ma foi, c'est quoi ça? Un jaseur boréal, un chasseur boréal, non, c'est un danseur boréal. J'adore dire des bêtises, non, c'est un jaseur boréal qui mange des fruits de sorbier, hein, voilà, tranquille. Bon, vous imaginez bien comment il va disperser les graines qui sont dans les fruits, pas de problème là-dessus. Là, ici, bon, alors ça, c'est justement, donc le fruit, ça c'est la graine du cocotier. Alors l'image à côté, ouais, elle est un peu exagérée, mais c'est pour, en fait, c'est zoomé, c'est pour vous montrer un petit peu comment dire, pour vous montrer un petit peu l'extérieur et l'intérieur. Alors c'est peut-être pas la meilleure image que j'aurais dû prendre, mais c'est pas grave, hein, donc ça, on ne mange pas hein, le fruit c'est l'intérieur de la noix, donc ça c'est la graine qu'on mange. Ok, donc là on a évidemment un transport par l'eau. Ici, désolé, j'aurais dû bien mettre à l'autre endroit. Ici on a les fruits du gratron. Des fruits de bardane avec les crochets qui inspireront la nature. Souvent, c'est un réservoir de bonnes idées pour faire des inventions et des découvertes. Hein. Les techniques de l'homme copient les techniques de la nature. Là, on a des crochets hein, qui vont être repris par l'inventeur du velcro, hein, sans doute. Donc là, voilà, ça s'accroche aux animaux, ça s'accroche à vos vêtements. Hein. Et si vous zoomez bien, vous verrez qu'il y a des petites pointes recourbées comme ça, et c'est très embêtant à retirer. Enfin, autre exemple, voilà, il y a des fruits. Alors, ces fruits plus une autre partie de la plante qui va donner ces éléments qui volent, là aussi, c'est pas vraiment que le fruit qui... bon, mais c'est attaché au fruit, donc on va simplifier comme ça. Il y a des plantes dont les fruits et les graines sont dispersés par le vent. Là, c'est l'érable et là, le pissenlit. Alors, il y a aussi un autre mode de transport, je crois que je vous mettrai en lien parce que sinon YouTube va encore faire son méchant. Il y a aussi des fruits explosifs, je vous mettrai un lien parce que c'est très drôle, on en avait parlé avec les quatrièmes. C'est très très funny. Je vous mettrai un lien aussi. Si j'oublie, vous m'écrivez un mail méchant en disant oh, et les fruits qui explosent. Ok, donc d'après ces documents, on peut dire que les fruits servent essentiellement à transporter les graines. C'est leur rôle. Hein. C'est pas la graine, elle tient pas son énergie du fruit. Hein. Ça c'est non non non, elle a ses réserves d'énergie qu'on avait vues précédemment. Donc les graines, elles contiennent des réserves et un embryon de plante, ça on le savait. Mais le fruit, il sert au transport. Donc certaines plantes produisent des fruits qui sont riches en nutriments, donc en nourriture, qui ont des couleurs attirantes, justement pour que les animaux les mangent, comme le sorbier qui est consommé par les oiseaux. Ok, ça c'était facile. D'autres fruits sont capables de flotter, comme le fruit du cocotier, dont la graine, que l'on appelle noix de coco, qui se développe une fois que le fruit atteint la terre ferme. Euh, enfin, d'autres plantes produisent des fruits qui ne se mangent pas, mais s'accrochent aux animaux qui les transporteront malgré eux. C'est le cas du gratron, de la bardane. Et enfin, il y avait tout simplement à trouver des graines qui sont dotées de structures qui les permettent de se disperser avec le vent. Alors j'ai dit structure parce que c'est une partie du fruit et autre chose, hein, c'est plus compliqué. Donc c'est le cas du pissenlit et de l'érable. Et si vous voulez, vous y regardez, vous tapez fruits explosifs ou autocoris sur internet dès maintenant avant que je mette le lien et vous verrez, c'est assez marrant. Ok, donc conclusion. Les fruits contiennent les organes reproducteurs d'une plante, les étamines qui produisent les grains de pollen et le pistil qui peut se transformer en fruit, donc surtout l'ovaire. Donc, vous avez la pollinisation, ça se fait quand il y a la réception du pollen, justement il va y avoir une fécondation dans la plante, comme il y a une fécondation interne et externe chez les animaux. Alors là c'est interne. Le fruit, il faut retenir qu'il sert à la dispersion des graines, et grâce à lui, quelque part, la plante qui était immobile, elle peut se déplacer et habiter de nouveaux milieux, donc c'est intéressant parce que si le territoire sur lequel elle vit, il finissait par changer, je ne sais pas, il y a une explosion d'un volcan ou quelque chose de dangereux, au moins elle va acquérir de nouveaux milieux et donc augmenter ses chances de survivre. Et ça, c'est très bien. Donc, remarque, les sépales et les pétales, eux, elles servent
à attirer les animaux, comme les insectes. Et très important, comparaison avec les animaux, hein, il y a une reproduction sexuée, voilà, il y a deux parties. On dit que comme la reproduction des plantes fait intervenir une partie mâle qui bouge, un peu comme les spermatozoïdes, bah, le pollen, et une partie femelle immobile, bah, ça serait le pistil avec l'ovaire, les ovules, eh bien on peut parler de reproduction sexuée chez les végétaux. Il y a bien une fécondation. Donner cette idée que, ça on l'avait dit plus haut, la rencontre, il y a bien une rencontre des gamètes, donc une fécondation. Et certaines plantes peuvent se reproduire de manière asexuée. Bah, ça, on avait vu des exemples chez les animaux qui pouvaient se découper. Je vous avais dit, il y a certains animaux qui n'ont pas besoin de partenaires sexuels pour faire des enfants. Et les plantes aussi, bah, parfois, il y a certaines parties qui peuvent se détacher de la plante, hein, que ce soit par des racines ou des tiges modifiées, et donner une autre plante. C'est très utilisé en culture végétale. Donc ça, tapez reproduction, on parlera plutôt de multiplication des plantes asexuées, et vous verrez, il y a la stolonisation du fraisier, il y a plein de cas qui sont très intéressants. Mais là, je voulais surtout assurer sur les fruits et les fleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, oui, je vais aller manger. Génial. Youpi, à bientôt.